14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Bonjour à tous, nous sommes ensemble durant ces 2 heures sur Sud Radio et nous démarrons l'année 2005 ensemble. Alors peut-être pas la chaleur à l'extérieur, mais la chaleur dans nos corps et dans nos cœurs, comme toujours, grâce à cette chaîne de solidarité qu'on fait tous ensemble en parlant de nous véritablement et pas superficiellement, si je puis dire. En tout cas, je sais que en ce début d'année, bon nombre d'entre vous prennent quelques bonnes résolutions et on va évoquer ce sujet justement en compagnie de Samuel Doc qui est avec nous et qui a envie particulièrement d'évoquer les addictions. Alors c'est vrai, les addictions, au départ on croit que ça va nous rendre heureux, une petite goutte d'alcool ou peut-être un peu de pornographie, mais à force l'addiction justement nous rend dépendants. Et ça pose la vraie question philosophique, est-ce qu'on peut être heureux si on n'est pas libre? Et comment être libre plus exactement, en se libérant certes de nos addictions, mais peut-être aussi de nos croyances, des mauvaises habitudes qui nuisent à notre bien-être, que ce soit corporel ou affectif. Alors je me suis amusée à écrire un petit billet que vous allez retrouver sur mes réseaux sociaux et sur Sud Radio, parce que 2025 est marqué par un aspect astrologique non négligeable, puisque c'est l'entrée de Pluton en Verseau. Alors qu'est-ce que ça veut dire pour tout le monde? Parce que je sais que tout le monde n'est pas forcément très féru d'astrologie. Ça risque de nous obliger, tant sur le plan individuel que sur le plan collectif, de réviser nos vieux schémas. Et ça, c'est intéressant. Et il ne faut pas avoir peur, parce que Pluton, ça nous permet d'aller dans nos profondeurs, ça nous permet d'aller dans nos vrais désirs. Donc faisons confiance à ces bouleversements que nous demande 2025. En tout cas, si vous avez envie de témoigner, de poser des questions, eh bien vous appelez le 0826 300 300. Merci d'être avec nous, Samuel Doc, pour cette première émission 2025. Je suis très très content. Bonne année à tous. Et moi aussi, je suis contente de la démarrer avec vous, Samuel moi aussi, Doc. vraiment. Vous avez eu envie de parler des nouvelles résolutions qu'on prend toujours en ce début d'année, peut-être parce que c'est un changement d'année, donc c'est un moment quand même clé, c'est symbolique quand même, bien sûr, l'année qui démarre. Et puis, vous voulez surtout parler des problèmes de l'addiction. Pourquoi? Je pense que vous avez tout dit dans votre introduction. Merci, ça va être difficile, je vais partir après un tel talent. Mais sur cette note d'ailleurs astrologique, finalement, on entre bientôt, je crois, en astrologie chinoise, dans l'année du serpent. Peut-être que oui, qu'il est temps de changer de peau, de muer, après tout. Et effectivement, symboliquement, cette fin d'année, c'est le moment où on se dit, tiens, voilà une nouvelle page à écrire, une nouvelle page blanche. Comment changer? Comment faire bouger nos vies? Et je crois que parmi tous les symptômes psychiques, parmi toutes les souffrances psychiatriques dont il est possible de souffrir, l'addiction est celle sur laquelle on est le plus tenté d'agir, puisque le mot même, addictus, ça veut dire esclavage. Et vous avez parlé de cette liberté. S'il y a une chose que vient prendre l'addiction dans la vie d'une personne en souffrance, c'est bien sa liberté, sa capacité d'agir. Donc ça, j'ai beaucoup apprécié dans votre introduction. Et puis aussi ce que vous dites, vous parlez de l'exemple de l'alcool ou l'exemple du porno. Et c'est ce qui est terrible avec une addiction, c'est que tout pourrait devenir un objet d'addiction. Tout est une question de seuil, comme nous l'enseigne la psychologie clinique. Tout peut devenir un poison ou un remède selon la manière dont on l'utilise. Donc je pense et j'espère qu'aujourd'hui beaucoup d'auditeurs nous appelleront pour nous parler de toutes les formes de leur souffrance, de leurs addictions. Et j'ajouterais aussi, je ne sais pas ce que vous en pensez, Brigitte, mais que après tout nous sommes des êtres manquants. On vient au monde inachevé. Et vous parlez de la société. Peut-être qu'il y a quelque chose à penser sur la société qui viendrait aussi peut-être nous rendre de plus en plus addicts en nous proposant des objets qui pourraient venir combler nos manques les plus intimes et nous rendant alors dépendants justement d'un objet pour combler cette lacune à l'origine. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Oui, on peut tous devenir addicts. Je suis totalement d'accord avec vous. La société actuelle nous pousse à consommer, et c'est... Enfin, je veux dire, c'est presque normal, puisque en tant que dirigeant d'une société, qu'est-ce qu'on a envie, c'est d'avoir plus, et donc de nous obliger à consommer. Or, on sait très bien que ce qui nous rend heureux, c'est pas le matériel, c'est ce qui nous nourrit de l'intérieur, et l'extérieur, sur le moment, on croit que ça va nous rendre heureux d'avoir la dernière fameuse montre. Enfin, vous voyez là, oui, à qui je fais allusion, mais
mais finalement, une fois qu'on l'a, ça nous rend pas plus heureux. Alors que partager un bon repas avec quelqu'un qui nous nourrit de l'intérieur, ça apporte du bonheur, bien sûr. C'est pour ça, et c'est pour ça que cette émission que vous nous offrez est très précieuse, parce que je crois vraiment que les personnes savent qu'elles pourront nous appeler sans être jugées, sans être culpabilisées. Il y a 2 points donc, que j'aimerais rappeler pour aider nos auditeurs. Qu'est-ce qui définit une addiction ? D'abord, c'est la souffrance que va causer cette conduite, ou en tout cas l'impact néfaste sur l'existence, si la personne n'a pas forcément conscience de sa souffrance. Et ensuite, et ça vous l'avez dit dans votre introduction, l'aspect irrépressible, difficilement évitable. S'il y a ces 2 points, ça peut aider nos auditeurs à se rendre compte que peut-être ils souffrent d'une addiction. Ils n'arrivent pas à contrôler cette pulsion, en un, et ça porte des dégâts dans leur vie. Voilà, le 2e élément. Et d'ailleurs, je vais donner cette petite anecdote qui m'a frappée. J'avais une amie qui pourtant est comme vous, est psy, qui est addicte à la cigarette et qui a passé de plusieurs jours chez moi pendant cette semaine de vacances, et c'était terrible parce qu'elle n'avait pas de voiture et qu'à un moment donné elle était effrayée à l'idée de ne pas avoir pris assez de cigarettes, et je trouve que c'est une dépendance terrible. Absolument. Parce qu'au fond, oui, qu'est-ce que ça peut faire de ne plus avoir de cigarettes, ça me paraît tellement pas vital, et c'était réellement vital pour elle. Et comme on avait des gens qui venaient pour le réveillon, je lui ai donné le numéro de quelqu'un qui gentiment est venu avec les cigarettes, et c'était son sauveur. Et on voit bien à quel point ça peut poser des problèmes. Et c'est ça l'addiction. C'est vraiment que ça devient essentiel. Alors que pour les autres, ça semble ridicule, quoi. Ah, mais vous avez absolument raison. Alors moi, figurez-vous que dans une autre vie, quand j'étais encore stagiaire psychologue, je travaillais dans un service de tabacologie à l'hôpital, dans un service d'addictologie, et j'ai appris là-bas que ce sont les mêmes parties du cerveau qui reçoivent, qui ont besoin de nicotine, que celles qui ont besoin de la nourriture, de l'alimentation. Donc arrêter de fumer, c'est aussi dur que d'arrêter de manger. C'est très dur. Et d'ailleurs, Laurent Carilla, qui vient souvent parler des addictions, me disait que c'est presque l'addiction la plus difficile, la cigarette. Oui. Curieusement, on pourrait penser que c'est plus facile d'arrêter. C'est une des pires. C'est parce que c'est une. Alors après, encore une fois, il n'y a pas de jugement de valeur. On tombe dans l'addiction, c'est une maladie. Aujourd'hui, c'est reconnu comme une maladie, donc il n'y a pas de jugement de valeur. Absolument pas. C'est juste pour montrer à quel point on tombe dedans sans s'en rendre compte, et qu'après, pour en sortir, on a besoin souvent d'être aidé. Et c'est important de bien comprendre ça. Après, je crois qu'on est aussi addict à des habitudes, à des croyances qui nous empêchent aussi de. Moi, j'ai lu cette semaine, quelque chose de très intéressant sur les croyances qui finalement nous protègent de certaines peurs, mais qui sont souvent des peurs qui ne sont pas des peurs réelles. Enfin, je veux dire. Et donc ça, c'est aussi important peut-être dans cette nouvelle année de réviser un peu nos croyances et d'en faire tomber quelques-unes. Absolument, et je crois que ce que vous dites là encore est très précieux sur le fait d'être aidé, parce que il y a cette croyance, vous savez, que une addiction quelque part, ça dépendrait de la volonté de la personne. C'est totalement faux. Ce sont des ressorts qui sont comportementaux, psychiques, parfois même physiologiques, et que la première chose, c'est de réussir à déconstruire, pour utiliser un verbe à la mode, de déconstruire en comprenant comment fonctionne l'addiction. Quelles sont les stratégies de l'addiction ? Parce que si une personne est addicte, à l'origine, et ça on va en reparler plus tard, je pense, pendant l'émission, c'est non pas pour se détruire, mais c'est parce que c'est un compromis pour essayer de s'en sortir par rapport à des souffrances psychiques extrêmement inscrites. Ce sont des béquilles. Donc là encore, vous rappelez des choses fondamentales. Ce sont des béquilles qui au départ donnent l'impression qu'on va mieux tenir debout, mais qui finalement sont pires. Évidemment. Absolument. Eh bien, on fait une petite pause et on vous invite à nous rejoindre, quelles que soient vos addictions, vos bonnes résolutions, ou que sais-je encore. Si vous avez envie de nous souhaiter une bonne année 2025, on vous attend au 0825 300 300. C'est Jean-Jacques Bourdin. Je vous souhaite une excellente année 2025 à l'écoute de Sud Radio. Bonne année avec Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Samuel Doc est avec nous. Vous êtes psychanalyste et auteur de nombreux ouvrages, notamment L'enfant thérapeute aux éditions Plomb, où vous racontez votre enfance assez désastreuse. Ça prouve qu'on peut se sortir de tout, Samuel Doc, parce que là, ça y est, vous allez quand même beaucoup mieux. Et puis, c'est Benjamin qui commence avec nous. Bonjour Benjamin, merci d'être avec nous. Bonjour. Bonjour Brigitte, bonjour à votre invité. Bonjour Benjamin. Samuel qui est avec nous. Bonjour Samuel.
Alors, vous avez... qu'est-ce que vous avez envie de changer, vous, en ce début d'année ? En fait, au niveau de la résolution, je me suis dit que, en termes de résolution, j'allais arrêter d'être dans le déni. Et en fait, ça va un petit peu en corrélation avec tous les sujets d'addiction. Je m'explique. Moi, j'ai un caractère assez fort, hein, diraient les autres. Ça veut dire que je vais. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Ça veut dire sale caractère ou ça veut dire beaucoup d'autorité ? Bah, un peu des deux, mais je vais m'expliquer un peu mieux. Ça veut dire que face à un problème, je vais avoir la capacité d'enlever mes sentiments, entre guillemets, les mettre à côté. Aïe. Et faire face aux choses. Donc en fait... Bah, c'est pas si mal quand même. Mais c'est impossible. On peut pas. Ouais, c'est pas si mal, mais en fait, ce qu'il y a, c'est que j'ai 31 ans. Hein, ce qu'il y a, c'est que depuis toujours, ça fait effet un peu boule de neige, dans le sens où ça, mes sentiments, ils sont refoulés, mes tristesses, mes craintes, mes peurs, elles sont refoulées. Et en fait, je suis arrivé en fin de cette année, 2024, vraiment fatigué émotionnellement, physiquement, et ça m'a même développé des ulcères au niveau de l'estomac, et quelque chose que je sais pas comment ça s'appelle, mais un truc dans le plexus. Au niveau du cœur. Une oppression ? Exactement. Bah, exactement. Oui. J'ai été consulté et c'est de l'angoisse. Ma physiothérapeute m'a dit, écoute, c'est pas mécanique, c'est pas physiologique, c'est des effets somatiques. Mm-hmm. Et voilà. Bah, au niveau de la résolution, je suis arrivé à me dire, bah écoute Benjamin, c'est bon, faut que t'arrêtes, faut que t'arrêtes d'être dans le déni. Faut que tu assumes, ok, ta force. Mais Benjamin, vous avez 31 ans et franchement, tout va bien parce que on sait que les hommes ont tendance, de toute façon, à être dans l'action plutôt que dans la réflexion de leurs émotions naturellement. Hein. Donc vous êtes encore jeune, vous avez une bonne prise de conscience là, grâce à votre corps. Hein. Encore une fois, je ne cesse de répéter que le corps, lui, ne nous ment jamais et que c'est notre meilleur ami. Et vous allez tout doucement apprendre à ressentir un peu mieux ce qui se passe en vous avant d'agir. Hein. Exactement. Benjamin, j'aimerais vous poser une question qui est vraiment importante. À votre avis, pourquoi est-ce que, selon vous, vous vous interdisez ces émotions ? Pourquoi est-ce que vous vous protégez de ces émotions ? Pourquoi vous vous coupez d'elles, s'il vous plaît ? À votre avis ? En fait, je sais pas, c'est depuis tout petit, je sens que je dois être fort, c'est un ressenti, je me dis que je dois être fort pour, à l'époque c'était pour ma mère, pour ma sœur, voilà. Après j'ai grandi, aujourd'hui c'est ma femme, c'est chef d'entreprise, donc aujourd'hui c'est pour subvenir aux besoins de ma famille, c'est pour lutter. Oui, mais à force d'être fort pour les autres, vous devenez faible pour vous. Absolument. Ouais. Et c'est surtout que ce que vous décrivez, je vous assure, je l'observe tout le temps en consultation, c'est-à-dire dans ce qu'on appelle le trouble anxieux généralisé. Ce sont des personnes qui essaient terriblement de contrôler leurs émotions, qui pensent qu'elles y parviennent et qui ne les accueillent pas, qui n'en parlent pas, qui essaient de pas les ressentir, qui se disent allez, tu y vas, tu avances. Et qu'est-ce qui se passe à chaque fois ? Ça fait retour et survient une anxiété terrible. Comme vous le décrivez, c'est-à-dire avec une oppression forte, une augmentation de la tension artérielle, ça va être des spasmes oropharyngés, donc tous ces éléments cliniques. Et à partir du moment où on invite une personne à changer de cap, à se raconter, à expliquer, à parler un peu de ses émotions, à les localiser dans le corps, à faire des exercices de respiration, quel souffle elle reprend quand elle lâche ça, quand elle se réconcilie avec son humanité. On peut s'en sortir, mais sachez-le, et alors pour une fois que les cognitivistes sont d'accord avec les psychanalystes, on ne contrôle pas une pensée ou une émotion. C'est elles qui nous contrôlent, donc on les accueille. À qui vous pourriez un petit peu vous confier dans votre entourage, Benjamin ?
un petit peu ma femme. Après, vous savez, bon, en fait, je suis né comme ça. Je me dis que ma femme. Non, vous n'êtes pas né comme ça. Votre éducation, votre enfance vous a rendu comme ça. Oui. Aucun enfant n'est né comme ça, Benjamin. Tous les enfants auraient besoin d'être totalement reçus dans leurs émotions par les parents. Alors Très bien après, dit. malheureusement, c'est pas si simple pour les parents de comprendre les émotions d'un bébé. Mais on n'est pas né comme ça, Benjamin. Mais vous l'avez dit, hein, vous avez eu envie d'aider votre mère. Vous avez donc quelque part déjà il y a quelque chose de totalement anachronique. L'enfant ne devrait pas aider sa mère. C'est la mère qui aide l'enfant. Oui, c'est sûr. Mais après, face aux circonstances, chaque enfant, Bien sûr, mais bravo, ça prouve que vous avez un peu le syndrome du sauveur, Benjamin. C'est plutôt sympathique, ça prouve que vous êtes une belle personne. Mais la personne la plus importante, vous savez qui c'est? C'est moi. Et ben voilà. Donc c'est d'abord vous qui devez vous écouter dans vos peurs, dans votre colère, dans votre tristesse et dans votre joie, et puis ensuite vous occuper des autres. Tout à fait. C'est un peu la résolution de 2025, c'est ce que j'ai essayé de faire. J'espère que vous allez y arriver, Benjamin. J'espère, parce que je vous assure, là, ce que vous décrivez, je le connais vraiment. On peut s'en sortir. Il faut être comme vous invite à le faire Brigitte, à entendre, à être doux avec vous-même, à vous replacer au centre de votre propre existence, et surtout à ne plus considérer que ces émotions qui parlent en vous, qui pulsent en vous, ce sont vos ennemis, ce sont vos alliés, les émotions. Elles vont vous guider pour vous retrouver. Faites-vous confiance de ce côté-là. Mais en tout cas, bravo, parce que vous venez de faire le premier pas vers une très belle aventure humaine. Et de nous en parler, je suis sûre que ça va faire son chemin. Oui. Alors Benjamin, chaque fois que vous ressentez quelque chose, que vous ne savez pas trop ce que c'est, le petit conseil, il est tout simple. Vous écartez bien vos épaules et vous respirez pleinement pour libérer votre plexus solaire. D'accord. Que ce soit parce que vous soyez en colère, peur ou tristesse, c'est pareil, ça marche pareil. D'accord ? Ça marche. C'est ce qu'elle m'a dit, ma physiothérapeute. Donc, Bon, alors si elle vous l'a dit et que moi aussi je vous le dis, c'est peut-être que c'est ça qu'il faut faire. Oui, exactement. En tout cas, merci à vous et merci pour votre émission et vos conseils. Merci Benjamin. Merci Benjamin. On continue dans un instant avec un love conseil. Quels sont les paramètres qui peut-être entravent notre capacité à nous engager ? Oh, chouette. Comment, en cette nouvelle année, nous débarrasser de nos mauvaises habitudes ou même de nos addictions ? On en parle aujourd'hui avec Samuel Doc. Venez participer à l'émission et appelez-nous au 0826 300 300. Brigitte Lahaie, Sud Radio, le Love Conseil. Alors Samuel Doc, on le voit, les gens ont de plus en plus de mal à s'engager réellement lorsqu'ils rencontrent quelqu'un. Et pourtant, on le sait, pour faire durer une histoire d'amour, il est nécessaire qu'il y ait quand même un minimum d'engagement. Alors, parce que s'il y en a un des deux qui tout le temps freine, il y a de fortes chances que l'histoire, à un moment donné, se termine. Bon. Alors, quels sont les paramètres qui peuvent entraver votre capacité à vous engager ? Voilà différents paramètres que je vais vous donner. Vous pouvez réagir, bien sûr, à chacun. Samuel Doc. Alors, il y a bien sûr la peur d'être abandonné. C'est une grande blessure d'abandon. Donc, c'est la peur d'être quitté. Pour pas être quitté, on s'engage pas. J'allais dire que c'est assez évident, mais c'est vrai que ça peut être ça. Et d'ailleurs, certaines personnes qui souffrent de ce syndrome d'abandon, elles tombent souvent amoureuses de personnes qui ne sont pas libres. On le sait bien aussi. Alors, autre paramètre, c'est évidemment les carences affectives. On a peu de repères stables d'amour, donc on ne sait pas réellement s'investir vraiment. On ne sait pas très bien ce que ça veut dire de s'engager. Et pourtant, ça permettrait bien de se réparer, de s'engager. Donc on imagine que quelqu'un puisse vraiment nous aimer, c'est pas tellement sûr, donc il y a de la méfiance et à partir de ce moment-là, on évite de trop s'engager parce qu'on a peur de ressouffrir si jamais ça se passe pas très bien. Il y a également les gens qui sont très timides ou très introvertis, qui donc ne sont jamais capables de faire une déclaration d'amour, de répondre même à une déclaration tellement ils sont coincés dans leur capacité à aimer. Et puis il y a aussi ce besoin d'idéal trop fort, à force de vouloir rencontrer la personne parfaite entre guillemets, et bien on ne s'engage pas, et à partir de ce moment-là, on passe à côté de sa vie affective. Voilà, il y a évidemment bien d'autres raisons de ne pas s'engager.
une histoire qui n'a pas été complètement dépassée, où on est encore attaché à un ex ou une ex, une histoire qui s'est trop mal passée, on ne nous y reprendra plus. Enfin, il y a beaucoup de... Mais c'est important d'essayer de comprendre pourquoi on n'ose pas s'engager, Alors, il y a aussi cette idée que on est plus apte à rencontrer d'autres personnes si on reste un peu libre. C'est vrai que s'engager, c'est renoncer aussi aux autres. C'est très juste, et puis moi ce que j'apprécie dans ce Love Conseil, c'est surtout que ça invite à penser son individualité. Souvent on a l'impression que quand on n'arrive pas à développer quelque chose d'une conjugalité, que c'est la faute de l'autre. Et là, ce que vous nous invitez à nous pencher sur nous-mêmes, sur nos propres carences, sur nos propres idéaux, sur nos propres représentations. C'est ce que chacun devrait faire. Lorsqu'on a du mal à tisser un lien avec l'autre, ces fameux paramètres dont vous parlez, ça devrait être une invite à nous pencher sur nous-mêmes. Bien sûr, je suis complètement d'accord. Et qu'est-ce que vous conseilleriez à quelqu'un qui vit une belle histoire d'amour et qui aurait envie que l'autre s'engage plus, parce que c'est pas non plus en réclamant trop que l'autre va s'engager. Alors qu'est-ce que vous conseilleriez? D'essayer de comprendre pourquoi c'est si important que ça, et qu'est-ce que ça vient de réfléchir déjà sur comment se passe la relation, comment est-ce qu'elle se joue, comment est-ce qu'elle s'est constituée, comment est-ce qu'on la nommerait, s'interroger. Et encore une fois, les relations, et je crois que votre émission le montre très bien, les relations amoureuses sont des êtres vivants, ils naissent, ils grandissent, parfois hélas ils meurent, mais c'est certainement pas en forçant comment dirais-je, en insistant qu'on va réussir à construire quelque chose. Il faut garder une grande souplesse, je crois, à l'égard de l'autre. Et sans être forcément dans un attentisme qui serait immense. Voilà, c'est prendre le temps. Oui, et peut-être laisser montrer à l'autre qu'il n'est pas indispensable, parce qu'on sait très bien que fuis-moi, je te suis. Moi ça j'y crois pas trop, vous voyez. Un petit peu quand même. C'est vrai, vous pensez? Enfin, c'est à manier intelligemment, donc c'est. Et avec prudence en tout cas, parce que je crois que quand on commence à être dans des stratagèmes, parfois c'est que il y a quelque chose qui peut-être est déjà en train d'achoper et que ça ne prend pas. Mais voilà, il faut du langage, il faut pouvoir trouver un terrain commun aussi pour pouvoir s'entendre, trouver des passions communes et des lieux de rencontre et des temps de rencontre pour que la relation peu à peu puisse éclore. Voilà ce que j'aurais tendance à conseiller. C'est trouver des petites passerelles avec l'autre, avec l'univers de l'autre. On a Flora qui nous rejoint. Bonjour Flora. Oui, bonjour Samuel, bonjour Brigitte. Bonjour Flora. Meilleurs vœux. De même. Merci, vous aussi, bonne santé et puis de l'amour évidemment. Merci. Alors, quelle est votre bonne résolution? Ne plus être trop gentil, c'est ça? C'est clair. Alors, je n'ai pas d'addiction, moi, en fait. C'est une chance, je dirais. Je suis, trop gentille avec les gens. Et je m'oublie. Et du coup, cette année, je me suis dit, stop. Cesse d'être gentille et sois vrai, comme le dit le titre du livre. Voilà. Le fameux livre, oui. Alors, qu'est-ce que ça se manifeste comment, votre gentillesse? Vous rendez service dès qu'on vous demande quoi que ce soit? C'est ça, difficulté à dire non. Puis toujours disponible, voilà, à l'écoute. Vous faites preuve d'une trop grande générosité, selon vous? Vous êtes généreuse? Oui. Trop? Oui. Généreuse? Oui. Et vous avez du mal à dire non, donc, hein? C'est ça. Qu'est-ce que vous craignez quand vous dites, si vous disiez non? Quand même plus, hein. Voilà. Oui, mais ça, c'est une réponse que vous avez appris par cœur. Je crois, parce que là, je commence à dire non, et je suis très mal à l'aise. Et alors, je me rappelle, je me dis, qu'est-ce que tu risques? Voilà. Vous avez un exemple, s'il vous plaît, Flora? Vous avez dit non récemment? Oui, j'ai dit non à une collègue. Qui voulait quoi? Qui voulait qu'on échange des jours. Ah oui, ok. Et du coup, j'ai dit non, là, j'ai pas envie. Et ça a été compliqué parce qu'elle a été tellement surprise. Du coup, elle a été très fermée pendant quelques jours. Voilà, tant pis, oui. Voilà, oui. Et du coup, pour moi, ça a été compliqué parce que j'ai pas voulu aller vers elle pour essayer de voir. Je me dis non, laisse tomber, c'est comme ça. Bah oui. Voilà. Bah bravo. Mais Flora, on est bien d'accord qu'on n'a pas besoin d'être aimé par une collègue. Ah, mais pas du tout. Je mets justement de plus en plus de distance. Donc voyez bien que quelque part, quand vous me dites ma peur de ne plus être aimé, c'est une réponse un petit peu trop facile. Oui. Oh, je vous piège, hein. Je suis pas gentil, Flora.
Vous voyez, ça va plus loin que ça, votre peur de dire non, je pense. Je n'aime pas les conflits. D'accord. Vous voyez, déjà dire non, c'est forcément entrer dans le conflit. Les 3/4 du temps, hein, parce qu'il y a plein de gens qui supportent pas qu'on leur dise non. Mais ça, c'est leur problème, c'est pas le vôtre. Ouais. C'est ça qu'il faut comprendre. Quand on dit non à quelqu'un, c'est pas un rejet. Et si l'autre le prend mal, c'est quelque part. Alors là, en l'occurrence avec votre collègue, c'est parce que vous aviez tellement tout le temps dit oui que Elle était très surprise. Tout d'un coup, elle n'a pas supporté que vous lui disiez non. Mais c'est son problème à elle, c'est pas le vôtre. Vous voyez, je crois que c'est ça qu'il faut vraiment que vous entendiez. C'est que quand on dit non à quelqu'un, c'est pas un rejet, c'est pas, enfin c'est rien de plus que c'est un non. On ne dit pas non à la personne, on dit non à quelque chose que la personne nous demande ou nous propose. Vous voyez ? Complètement. Et je crois que c'est ça qu'il faut vraiment comprendre. Oui, je l'analyse, je prends du recul et je me dis, il faut que tu le dises plus souvent, de manière à le dire mieux. Oui. Oui. Et appréhender la suite aussi, de mieux en mieux. Et c'est peut-être aussi, ça parle aussi peut-être d'une sorte d'adaptation de surface, c'est-à-dire que dans le fond, vous avez peut-être un peu peur des autres et vous leur dites oui parce que vous craignez leur réaction si vous leur disiez non. Et parfois, il y a des rapports comme ça un peu phobiques ou pseudo-phobiques dans le rapport à l'autre où on a des personnes qui vont vraiment être tout le temps dans le oui, dans une posture un petit peu de soumission, on pourrait dire comme ça, entre guillemets, par crainte de représailles. Notamment lorsqu'il y a eu des relations très insécures durant l'enfance. C'est votre cas ? Je crois que Samuel Doc vient de donner le mot. Hein, c'est dire oui, c'est une posture de soumission. Hein. Ah oui. Oui. Et c'est vrai que lorsqu'on est toujours dans la soumission aux autres, ça demande un petit peu de travail d'affirmation de soi. Très juste, Brigitte. Et d'ailleurs, l'enfant, le fameux stade du non, vous le savez, c'est bien pour développer sa propre indépendance et pour se rendre compte du pouvoir du langage. Flora, vous pouvez dire non. Si vous expliquez, si c'est trop dur pour vous de dire un non brut, rajoutez une phrase, parlez, dites non, je ne veux pas échanger les jours. Appelons-la Jacqueline. Non, Jacqueline, c'est non parce que on l'a déjà fait, parce que cette fois-ci je ne peux pas. Expliquez pourquoi vous dites non. Ou même vous inventez une bonne excuse. C'est ce que j'ai fait. C'est très bien. Moi je suis pas. Non, faut être. Non. Moi je suis pas dans d'accord. un premier temps. Si c'est trop dur au début, vous voulez dire d'être dans une parole d'authenticité. Oui. Parce que dans le fond, il n'y aurait même pas à justifier. Si Flora a le droit de... Non, mais bien sûr, j'ai pas de problème pour dire non, moi, vous savez, Samuel. Mais dans un premier temps, on peut s'inventer des excuses. Mais d'ailleurs, je vous conseille, Flora, de faire une dizaine de phrases type de non. Que vous, et comme ça, vous les apprenez par cœur et vous trouverez toujours la phrase type à donner pour dire non à quelqu'un. Je suis désolée, j'aurais vraiment aimé te faire plaisir, mais là, ça tombe vraiment mal. Je suis obligée de te dire non. Vous voyez, c'est des belles formules qui sont toutes jolies, toutes gentilles, mais qui finalement disent non quand même. Elles sont pas si fermées que ça. Il y a un peu de bienveillance. Oui, parce que c'est ça, vous voyez. Il y a le non et le non. Et puis, vous utilisez ce mot de bienveillance. En quoi ce serait malveillant de dire non, Flora ? C'est pas malveillant. Il n'y a pas d'équilibre il n'y a pas d'équilibre possible dans la relation à l'autre, sinon. Non. Déculpabilisez-vous. Oui. Ça fait partie de mes résolutions et je vais les travailler. Bravo. Voilà. C'est-à-dire que on m'a annoncé une maladie et du coup, je relativise sur plein de choses. Aïe. Là, vous êtes sur un sujet plus sérieux, j'imagine. Oui, et du coup, je vais à l'essentiel. Bien sûr, il est temps de vous dire oui à vous. Eh oui, Flora doit cultiver son jardin secret. La flore, je faisais un petit jeu de mots sur votre prénom, c'est tombé à côté, mais c'est pas grave. C'est un joli prénom. Comme me disait une amie, c'est de toi une priorité. Et je crois que je l'applique cette année. Oui, c'est toujours la même histoire. Hein. C'est d'abord s'occuper de soi pour bien s'occuper des autres. Oui, mais là, je vais prioriser à moi. C'est une bonne résolution. Je vous conseille de la tenir toute l'année. Je vais faire en sorte. Eh bien, c'est bien. Bravo. Merci Flora, merci beaucoup. On fait une petite pause, on continue bien sûr à évoquer tout ça avec vous et Samuel Doc au 0826 300 300. À tout de suite.
Vous voulez parler à Brigitte Lahaie 0826 300 300. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Samuel Doc est avec nous et justement on fait le point sur cette nouvelle année avec les bonnes résolutions et puis aussi peut-être ces moments pendant les fêtes où on revoit sa famille et qui nous fait un petit peu retourner vers nos vrais désirs parce que souvent on est assez déçus de ces fêtes familiales, il faut bien le dire. Hein. C'est, en tant que psychanalyste, vous recevez vos patients et en ce moment ils ont des plaintes. Hein. Il y a beaucoup de demandes en ce moment, effectivement Brigitte, vous avez vu juste. Séverine est avec nous. Bonjour Séverine. Bonjour Brigitte et bonjour Samuel. Bonjour Séverine. Bonjour, bonne année, tous mes vœux pour cette nouvelle année et plein de belles choses. Plein de belles choses Séverine, à vous aussi bien sûr. Merci bien. Alors vous avez quoi comme bonne résolution vous? Dites-nous. Alors je ne sais pas si c'est une bonne résolution, c'est surprenant ce que je vais vous dire, mais la résolution serait de penser un petit peu plus à moi, sur le sujet que vous venez d'évoquer justement, dans la mesure où j'ai une addiction, alors qui, ma foi, n'est pas mauvaise, c'est que ça risque de surprendre quand même, c'est que je suis addict au sport. Ah. Donc c'est un peu surprenant. Quel sport? Alors je fais de la course à pied beaucoup et du crossfit aussi. Donc je ne fais pas des sports, on va dire, tranquilles et doux, qui vont m'apaiser. Ah non. Bien au contraire, j'ai besoin d'avoir cette activité au quotidien quasiment. Malgré mon âge aujourd'hui, je continue à avoir ce besoin, parce que c'est un besoin pour moi, de devoir faire autant d'heures de sport par semaine, on va dire. Quel âge avez-vous? Alors j'ai eu 50 ans il y a 3 jours justement. Donc, ce sport donc, que j'entends, vous dites, ça a l'air d'être à outrance. Est-ce que ça a eu des conséquences sur votre santé? Est-ce que vous vous êtes abîmé les genoux, mettons? Est-ce qu'il y a eu des conséquences négatives sur cette pratique? Sans temps de repos en plus, j'entends qu'il n'y a pas beaucoup de temps de repos. Non, il n'y a pas beaucoup de temps de repos. Alors, il y en a un peu plus qu'avant. Je suis devenue addict au sport il y a une quinzaine d'années, quand même, à peu près. Et j'ai été ralentie un petit peu par rapport à il y a 15 ans. Oui, là, malgré tout, m'aide un peu. Mais en soi, oui, au niveau du corps physique, je suis sujette à faire régulièrement des tendinites. Ah, voilà. Donc, voire même, alors, il y a 10 ans, je faisais des fractures de fatigue. Enfin, voilà. Donc, tout ça, j'en fais plus maintenant. Mais je fais des tendinites encore, par contre. Donc, c'est la course, hein, c'est pas bon. De toute façon, hein, on force un peu. Qu'est-ce qui fait que vous êtes tombé dedans à 35 ans? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui vous a... Je pense que, alors, à cette époque-là, il y a eu beaucoup de bouleversements dans ma vie, notamment j'ai vécu un divorce, alors qui était de mon fait, pas ma demande, mais pour autant. Et puis quelques années après, 2 ans après, j'ai perdu mon petit frère qui avait 27 ans à l'époque. D'accord, donc ça a rempli un mal-être et un vide. Je pense, oui. Aujourd'hui, j'arrive pas à en sortir. Je ne demande pas spécialement, mais je sais que c'est trop. Voilà. Il y a un double aspect. Alors moi je prends très au sérieux ce que vous dites parce que on l'identifie aujourd'hui. Il existe vraiment une dépendance au sport et il y a un aspect déjà physiologique puisqu'on libère beaucoup d'endorphines quand on fait du sport et souvent les personnes qui font du sport à haute dose sont complètement addictes justement à cette libération de sérotonine, d'endorphines, de dopamine. Enfin allons-y sur l'aspect hormonal. Et puis dans votre cas j'entends aussi cet aspect psychologique profond où effectivement parfois certains patients que je reçois vont avoir une activité immodérée pour combler un vide. On parle parfois dans notre jargon de défense maniaque, par exemple. On va s'agiter pour quelque part empêcher la dépression qui peut-être aurait surgi sans cela. C'est quelque chose de contra-dépressif. Vous entendez ? Alors, oui, j'entends bien et ça me parle. Ça vous parle ? Voilà, j'en étais sûr. C'est vrai. Le matin, quand vous vous réveillez, si vous ne pouviez pas faire votre sport, qu'est-ce que vous seriez en train de ressentir ou de dire ? Si je ne peux pas le faire, qu'est-ce que je serais en train de ressentir ou de dire? Donc ma journée ne va pas être exceptionnelle. Ah, ça nous donne une piste de réflexion ce que vous dites là. Brigitte nous ouvre la voie. Qu'est-ce qu'il faudrait faire alors pour que cette journée soit exceptionnelle sans vous faire mal? Qu'est-ce qu'on pourrait rêver ensemble?
Justement, je ne sais pas. Donc, d'où ma réflexion, ma résolution de 2025. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous aimez? Est-ce qu'il y a un art que vous aimeriez pratiquer? La lecture, le cinéma? Est-ce qu'il y a des choses qui vous plaisent? Vous êtes seul? Oui. Non, je ne suis pas seule. Non. Vous avez un homme dans votre vie ou une femme? Oui, je suis en couple, oui, tout à fait, avec un homme. Mais sinon, oui, alors ce que j'aime la nature, j'aime beaucoup. Alors, je cultive. Alors, bon, l'hiver, c'est pas pratique, mais l'été, à partir du mois d'avril jusqu'à septembre, j'ai un potager, un grand potager. Donc, je suis bien là-dedans, par contre, aussi, effectivement. Et ça ne me procure pas la même sensation. Oui, donc on voit bien. On voit bien qu'il y a besoin de cette adrénaline et puis de cette hyperactivité quelque part. Hein. Vous vous forcez avec votre corps à vous sentir exister quelque part. Et moi, je vois ça un peu comme ça aussi, comme si pour que vous vous sentiez vivante, il faut que votre corps exulte. Absolument. Voyez ? Oui, c'est ça, oui, tout à fait. Est-ce qu'on pourrait imaginer, par exemple, remplacer, mettons, 2 fois par semaine ce sport, cette course, là, voilà, qui en plus vous donne des fractures et compagnie, par exemple, une marche dans une forêt près de chez vous, quelque chose d'un peu plus doux. Est-ce que ce serait pas possible de faire ça, de se dire, tiens, aujourd'hui, je vais renouer avec ce goût que j'ai pour la nature, être dans une flânerie? Est-ce que ce serait, ce que nous on appellerait une conduite de substitution, est-ce que ce serait possible pour vous, Séverine, de substituer 2 fois par semaine la course par une marche avec une rêverie comme ça? Oui, il va falloir. Parce que c'est déjà un premier pas quand même, si on arrive à faire ça. Il va falloir, c'est pas une bonne réponse, hein, Séverine. Oui, j'entends bien, je savais très bien que c'était pas la bonne réponse. Oui, mais on prend ce qu'on peut. On prend ce qu'on peut. Ah, oui. Non, mais je crois que je crois, Séverine, que c'est important de comprendre une chose, c'est que finalement, quand vous courez, ça vous empêche d'être contemplatif ou de laisser surgir des émotions. Oui. Oui, totalement. Et c'est ça qu'il faut comprendre, c'est qu'au moment où vous mettez ça en place, c'est au moment où vous perdez votre petit frère, donc la peur, l'angoisse de la mort, hein, et au moment où vous avez un divorce. Donc vous voyez bien que ces deux grandes épreuves, parce que c'est 2 grandes épreuves. Un divorce, c'est une très très grande épreuve, et la perte d'un frère ou d'une sœur, c'est aussi une très très grande épreuve. Donc ces 2 grandes épreuves, elles n'ont pas pu être suffisamment élaborées en profondeur sur ce que vous avez ressenti, les angoisses que ça a réveillé, les peurs, et je crois que c'est ça qu'il faut qu'à un moment donné vous acceptiez d'aller élaborer, d'aller digérer, et à ce moment-là vous pourrez lever le pied. Tout à fait. On parle de deuil inélaboré dans ces cas-là, c'est-à-dire un deuil qui n'a pas été pensé, parlé assez et remplacé par un geste, par une conduite. Là, ce que vous dit Brigitte est très précieux, très précieux. Oui, tout à fait, parce que j'avais jamais percuté, on va dire, sur le fait que c'était arrivé à ce moment-là. Enfin, que j'ai déclenché. Bah oui. J'ai mis ça sur le fait que j'étais seule parce que j'ai divorcé, mais pas forcément. Alors ça vous a sauvé, hein, Séverine. Donc il faut surtout, ça vous a sauvé. Et c'est pas une addiction dramatique parce qu'on peut s'en sortir plus facilement que des addictions comme la drogue. Mais c'est quand même, il est quand même temps de prendre le temps un petit peu Et puis quand vous dites c'est une journée exceptionnelle quand je peux courir, ça veut dire que c'est une journée où je suis en vie, vous voyez. Et je crois que c'est vraiment ça. Vous savez, moi aussi j'ai perdu un frère assez jeune. Il y a rien à faire, ça nous renvoie à notre propre mort quand on voit le cercueil de notre frère. Donc même père, même mère qui rentre dans la terre, ça pourrait être nous. Et c'est ça qu'il faut à un moment donné accepter d'aller travailler. Et ça va faire un petit peu mal, mais ça fera moins de tendinite. Ça fera moins mal que sur le corps, probablement. Oui, et puis votre corps, vous êtes jeune encore, hein, mais il est temps quand même de le ménager un tout petit peu. Oui, tout à fait. J'ai conscience qu'il y a trop d'activités sportives. Hein. J'en ai conscience depuis longtemps, mais j'avais pas mis mais vous pouvez faire des sports moins violents. Hein. Vous pourriez faire des sports moins violents aussi. Marcher, vous savez, marcher, c'est du sport. Hein. Absolument. Ça muscle bien. J'ai l'impression de rien faire si je fais ça. Oui, j'ai bien compris. J'ai déjà essayé, effectivement. Non, mais là, vous ouvrez la voie, je pense. Et d'ailleurs, je pense à cette grande psychanalyste, Joyce McDougall, qui disait que derrière chaque addiction, il y a un monde intérieur endeuillé. Vous voyez, vous validez la théorie avec votre pratique. Donc, courage à vous. Là, je pense qu'on a ouvert des portes que vous allez savoir franchir.
voilà ma résolution 2025. Alors merci bien. Félicitations. Merci à vous d'avoir appelé, Séverine. Je crois que c'est ça aussi qui est important, c'est de se rendre compte. Encore une fois, on a tous nos passions, nos addictions, nos habitudes. C'est pas dramatique, mais quand on se rend compte qu'en fait, elles ne nous apportent plus ce dont on avait besoin à un moment donné, il est temps de peut-être comprendre et essayer d'en changer un peu. Vous avez raison, je ne l'ai même pas dit dans notre introduction, mais c'est vrai que cet aspect augmenter les seuils fait partie de la logique de l'addiction, donc c'est très juste. Oui. Et puis après, on y arrive, si on se prend. Mais la première, de toute façon, vous le savez mieux que moi, vous êtes psychanalyste, Samuel Doc, mais la première manière de changer quelque chose, c'est déjà de prendre conscience de ce qui nous entrave. Tout à fait. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on se rend compte que ça vient de l'extérieur. C'est-à-dire que tout à coup, le corps est blessé, meurtri, et on n'a plus le choix. Il faut arrêter. Alors, si on peut en prendre conscience avant, c'est quand même pas mal. Sachant que plus on s'y prend tôt, et moins ça se chronicise, moins ça s'inscrit dans la durée, et plus c'est facile. Oui, mais vous croyez qu'on arrive à prendre conscience avant d'avoir un peu mal? Je suis pas sûre, moi. J'ai beaucoup d'indulgence. Tant que ça ne coûte pas. Vous êtes d'accord? C'est vrai qu'on a tendance comme ça à continuer jusqu'à ce qu'enfin il y ait un signe bien douloureux qui nous fait comprendre qu'il est temps de changer quelque chose. C'est d'ailleurs le problème dans les couples. Très souvent, l'un des deux commence à souffrir ou en avoir un petit peu marre. Il envoie des petits messages et puis l'autre n'entend pas. Exactement. Et c'est bien dommage parce que c'est comme ça que beaucoup de couples se séparent, alors qu'il aurait suffi d'entendre un peu mieux les petits messages que nous envoyait notre partenaire. Bien sûr. Absolument d'accord avec vous. Je pense que le lien est pertinent. C'est vrai que quand on reçoit parfois des couples, ils sont très surpris que tout à coup, l'autre se plaigne, alors qu'en fait, ça a duré parfois depuis un petit moment. Oui. Très bon exemple. Donc soyons un petit peu attentifs. Mais c'est pour ça que j'aime bien, moi, l'idée des bilans, de faire des bilans à la fois de sa vie de couple, de sa vie professionnelle, de sa vie personnelle. Enfin, c'est pas mal de faire un petit bilan comme ça de temps en temps. Exactement. Sur un petit point de vie. Et pourquoi pas le faire d'ailleurs une fois par mois et prendre ce temps-là pour se dire tiens, et ce mois-ci, qu'est-ce que j'ai accompli? C'est beaucoup quand même. Non, mais même brièvement, même 5 minutes, 10 minutes devant un café, tiens, ce mois-ci, qu'est-ce que j'ai fait de bien pour moi, pour les autres? Qu'est-ce qui m'a rendu heureux ce mois-ci? Et le noter. Et en fin d'année, on reprend les 12 et on se dit tiens, il y a eu quand même 12 choses qui m'ont porté, qui m'ont inspiré, qui m'ont fait du bien. Ouais. Il faut revenir au petit cahier, aux petits journaux. Ah mais vous savez, je voulais le dire à l'émission aujourd'hui. J'ai découvert une chose, je pense que je vais le mettre sur mon Instagram tout à l'heure pour vous donner le nom. Ça s'appelle Obonichi. C'est les journaux japonais qui sont des hybrides entre l'agenda et le carnet de notes et où on peut tenir une sorte de journal. Alors c'est un peu artistique comme ça, il y a des pages blanches, il y a des petits signets, enfin voilà. Mais je suis convaincu qu'on peut l'utiliser de manière thérapeutique en notant des pensées qui comptent pour nous, des objectifs de vie, des citations qui nous parlent. Obonichi, je mettrai peut-être un lien en story Instagram tout à l'heure parce que c'est vraiment un outil que je trouve intéressant. Non mais vous avez raison, c'est notre bon compagnon quelque part. Absolument. Et on a besoin de parler de soi et de parler de soi à soi finalement. Au moins on nous a toujours sous la main quelque part. Très bien dit. Alors avant les infos, je vous propose une petite devinette quand même, Samuel. D'accord. Ah bah oui. Alors écoutez bien. Pourquoi les hommes à partir de 70 ans transpirent entre 2 rapports sexuels? Vous avez le temps des infos, c'est une devinette, c'est pas j'attends pas une réponse médicale, évidemment. Vous avez le temps des infos, en tout cas, pour essayer de me trouver quelque chose. Allez, on se quitte un court instant et on se retrouve tout de suite après. Avec Samuel Doc, aujourd'hui, nous parlons de nos bonnes résolutions pour 2025 ou comment sortir de nos mauvaises habitudes. Vous avez envie de participer à l'émission? Appelez-nous au 0826 300 300. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Nous continuons à évoquer les addictions, les bonnes résolutions que l'on décide de prendre en ce début d'année avec Samuel Doc qui est avec nous. Vous êtes docteur en psychopathologie. C'est important de le rappeler parce que la psychopathologie, ça parle bien. Ça veut dire qu'il y a des pathologies chez l'être humain. Voilà, peut-être plus que chez les animaux d'ailleurs. De par notre difficulté à grandir bien, à être élevé. Le mot veut bien dire ce qu'il veut dire. C'est ce que disait Freud d'ailleurs. Donc vous voyez, encore une fois, vous êtes freudienne, ma chère Brigitte. Il disait que les animaux n'avaient pas de troubles psychiques. Et là où vous avez aussi raison, dans
ce terme de psychopathologie, c'est que après tout, pourquoi ce serait un tabou de dire qu'il existe des affections psychiques, psychiatriques, exactement comme d'autres qui peuvent frapper le corps. C'est encore un tabou dans notre société aujourd'hui. C'est dommage, c'est dommage. On est malade du corps, mais on est aussi malade Absolument. de la tête. Et il serait temps qu'on s'en rende compte, parce que on n'a pas tellement encore de structures qui sont adaptées à tout ça dans notre pays. Et pourtant, on entend tous les jours des faits divers qui montrent bien qu'il y a des gens qui sont malades de la tête. Exactement. Alors, la réponse à ma devinette. Pourquoi les hommes à partir de 70 ans, c'est pas gentil pour les hommes, transpirent entre 2 rapports sexuels? Je sèche. Eh bien, tout simplement parce qu'entre 2 rapports sexuels, il y a eu l'été. C'est pas gentil. J'aurais dû dire 90 ans, franchement. Bon. Écoutez, c'est pas grave. J'aurais pu dire 70 ans. 90. Bonjour Sarah. Bonjour Brigitte, et tous mes voeux, bonne année à vous et à Samuel Eckert. Alors, Samuel Doc qui est avec nous. Samuel Doc, pardon. Je vous en prie, c'est pas grave. Pourquoi vous l'aviez appelé Eckert? C'est ça? Je ne sais pas pourquoi. Ah, pourtant, je suis pas en angle droit du tout, moi. Vous savez, je suis tout biscornu. Non, moi je pensais Eckert, parce que comme le nom avait une consonance allemande, j'étais partie sur un nom allemand, c'est ridicule. Bah vous êtes pas loin, parce que j'ai des origines autrichiennes. Voilà. Comme Freud. Ah bah écoutez. Bah voilà. Lointaine, je tiens à le dire. C'est le fils spirituel de Freud. Bon, alors, Sarah, vous, quelle est votre bonne résolution? C'est merveilleux le début de l'année d'avoir des résolutions. Le problème, c'est qu'en général, ça ne tient pas longtemps. Moi, j'ai 2 bonnes résolutions. Ça va être compliqué de choisir. Il y en a une, c'est pile poil dans le secteur de monsieur. Bah oui, l'une, c'est pile poil dans le secteur de monsieur Doc. C'est vraiment une pathologie. J'ai une sensibilité que je maîtrise pas toujours. Et quand on me fait mal, je dirais pas que je suis rancunière, mais c'est pas de la rancune. C'est que j'ai tellement mal que j'en veux horriblement aux gens. J'arrive pas à pardonner. Et pourtant, j'arrive pas. Et ça, c'est quelque chose sur quoi il faut que je travaille vraiment. Parce que c'est comme si la douleur l'emportait sur tout le reste, j'arrive pas à pardonner. Donc ça, c'est une chose. Et la deuxième chose sur laquelle il faut que je travaille, ça va vous paraître complètement ridicule. Je sais pas si monsieur Doc a déjà eu ça. J'ai le syndrome du collectionneur avec les animaux. C'est-à-dire que je suis, je suis présidente d'une association de protection animale. J'ai commencé tout doucement avec j'ai toujours eu des animaux, mais là, depuis, j'ai une grande maison, un grand jardin, c'est la fin de tout, quoi. J'ai commencé avec 2 poules, après j'en ai eu 40. Maintenant, j'ai 70 lapins, 50 perruches. En plus, ils se reproduisent, j'imagine, ces lapins, parce que je crois que c'est un animal qui est Oui, mais quand on dit un lapin, ça lapine, effectivement. Mais pour tout arranger, je suis moitié éleveuse et moitié refuge. Donc, c'est-à-dire que quand ils ne se reproduisent pas, ce que je contrôle bien entendu, mais quand ils ne se reproduisent pas, j'accueille les animaux abandonnés, je ne peux pas m'en empêcher. Quand je vois un animal en détresse, allez hop, il arrive au zoo. Et là, ça atteint un stade où je les aime tous. Donc on me dit, mais tu les vends, tu les donnes, bon, j'en vends. Oui, vous les mangez. Non, je blague. Ça risque pas. J'adore le lapin. J'aimais beaucoup. Mais moi aussi, j'adorais le lapin jusqu'au jour où un lapin abandonné a croisé mon chemin et ce jour-là, j'ai été frite. Je mange plus de lapin depuis ce jour-là. Ils sont trop C'était mignons. catastrophique. Oui, donc c'est surtout les miens. C'est des têtes de lion, donc c'est des lapins avec des grosses têtes. C'est adorable. C'est adorable. Il n'y a pas plus gentil. Alors, c'est une drogue. Et en plus, je suis éleveuse. Donc, ce qui me passionne, c'est les croisements. Vous élevez quoi? Des lapins? Alors, j'élève des têtes de lion. Ça, c'est vraiment donc ce que je veux des élever. lapins, oui. Des lapins. J'élève 5 catégories de perruches différentes. Des calopsies, des inséparables. J'ai aussi des mini perroquets qu'on appelle des touilles célestes, des perruches ondulées. Enfin bref, voilà. Et c'est une drogue parce que vous commencez avec telle couleur. Et puis moi, ce qui m'intéresse, c'est la génétique. Donc je commence à travailler. C'est une passion. C'est une passion. Je dirais pas que c'est une addiction. Je dirais que l'élevage, c'est une passion. Mais comme toute passion, elle est dévorante à un moment donné si on ne sait pas la canaliser. Mais vous savez, Sarah, vos 2 résolutions, elles vont de pair. Ah bon? Oui, parce que vous n'avez rien à pardonner aux animaux. Vous savez, mais en fait, oui, vous avez tout compris. Avec eux, je suis en paix. Et même au niveau du corps, j'ai des douleurs au niveau du corps. Quand je m'occupe de mes animaux, j'ai plus mal. Mais vous avez combien de bêtes en tout? Quand on aime, on ne compte pas. Je crois qu'elle sait même pas. 200 alors? Largement, parce que les perruches, ça doit... Oh là là, mais ça doit vous coûter cher en plus, en alimentation, soins de veto. Tout y passe. Tout mon argent passe là-dedans. Ça doit être très dur. Il y a eu un grand scandale l'année dernière comme ça d'ailleurs, d'une personne comme ça qui recueillait des animaux et en fait on s'est rendu compte que les animaux étaient dans un état de maltraitance. Vous avez entendu parler de ce grand scandale? Oui, mais c'est régulier. Mais c'est pour ça que je fais très attention parce que je veux donner la même qualité de soins et d'amour
d'amour, parce qu'il n'y a pas que les soins. Là, quand je m'occupe d'eux, je passe des heures oui, à leur Sarah, faire des mais câlins, qui aime trop mal les trains. Exactement. Oui, puis Donc, vous n'avez il pas faut que je assez de limite, bras. il faut que je réduise. Il faut que je limite et que je réduise, absolument. Bon. Petit à petit. Donc derrière tout ça, on voit bien hein, que les deux font écho à votre blessure à vous, Sarah. Hein. C'est pas très difficile à comprendre. Donc votre blessure, qu'est-ce que vous faites pour la soigner, à part récupérer toutes les âmes blessées, justement? Je m'occupe de mes animaux, ça me soigne, mais enfin je sais pas, vous allez dire que ça répare, mais ça soigne pas, parce que la preuve c'est que ça prend une proportion exponentielle. Non, mais ma résolution, c'est de réduire. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai le même problème avec les poules. Au début, j'en avais 180, maintenant, je suis revenue à 40. C'est-à-dire que quand on fait de l'élevage, dans un premier temps, on fait beaucoup reproduire pour avoir les sujets qu'on veut. Après, une fois qu'on a ce qu'on veut, on arrive à réduire. Et puis moi, c'est une question de... À partir du moment où j'ai décidé de le faire, je le fais. Ah bah bravo. Bon, bah alors. Ça, c'est déjà encourageant. Vous voyez ce que vous dites là. Ça veut dire qu'il y a de l'espoir. Sachant qu'effectivement, vous parlez de ce syndrome du collectionneur. Pour donner quelques indications, c'est vraiment un problème qui intéresse les psychiatres, qui peut coûter beaucoup, qui fait que la personne va se mettre en danger, se noyer complètement. Et pour rebondir sur ce que disait Brigitte, finalement, qui est-ce qui vous a sauvé, vous ? Vous parlez de sauver les animaux, mais qui est-ce qui vous a sauvé, vous ? Les animaux, vous savez, il y a la devise de mon association, c'est nos animaux nous élèvent. C'est tout à fait ça, dans les deux sens du terme. C'est-à-dire que d'une part, on les élève, mais ils nous élèvent. Parce qu'ils nous apprennent à nous... Moi, même quand je suis crevée, et si j'ai rien à manger, c'est mes animaux qui mangent d'abord. Ils vous apprennent à dépasser vos propres limites. Par exemple, des fois, j'en peux plus, mais je m'occupe quand même d'eux. Voilà, et ça m'oblige à... Voilà. Oui, et ça vous oblige, mais ça vous empêche de vous occuper de vous. Oui. Oui, mais quand je m'occupe d'eux, je m'occupe de moi. C'est un palliatif, mais pas vraiment finalement, parce que encore une fois, je vous dis pas d'arrêter d'élever ou de vous occuper de vos animaux. C'est une belle passion, mais il faut que ça devienne une belle passion. Et là, on voit bien que vous êtes dans un engrenage qui vous empêche de profiter un petit peu quand même de vous. Mais je vous dis, Brigitte, c'est ma résolution. Donc, déjà, il faut que j'arrive à leur trouver des bonnes familles, parce que le problème, c'est que je ne peux pas les donner ni les vendre, parce que je les aime et que j'ai peur qu'on ne s'occupe pas aussi bien d'eux que moi. Donc, il faut déjà que je trouve une bonne famille pour mes loups, petit à petit, et petit à petit, ça va se faire. Mais il faut du temps. Voilà, Sarah, je vous pose la question avec tout mon cœur. Si vous suivez l'émission, vous savez que j'interviens de temps en temps et que vraiment, je suis sensible à ça. Est-ce que vous avez vécu des choses difficiles durant votre enfance ? Je ne sais pas ce que vous appelez difficile. Vous le savez, je pense. J'ai certainement eu un abandon de la part de ma mère. Voilà. Parce que c'est ça, hein. Quand on recueille des animaux, c'est parce qu'on n'a pas été recueilli soi. Et c'est peut-être ça, quand Brigitte vous invite à vous pencher sur votre propre cœur, sur votre propre âme, c'est peut-être ça. C'est peut-être de tendre la main aussi à la petite fille que vous avez été et la prendre dans vos bras. Cette petite fille-là, pas les lapins, les poules, les cochons, vous-même, vous prendre vous dans les bras et vous tendre la main et dire voilà, je vais revenir sur ce temps de mon histoire meurtrie, ou peut-être qu'on n'est pas venu à mon secours, ou peut-être qu'on ne m'a pas aidé, et c'est à moi, c'est de moi dont je vais m'occuper. Et votre blessure, elle est encore très vivante, puisque quand quelqu'un vous fait mal, ça vous met terriblement, j'allais dire presque en colère, tellement c'est injuste, tellement. Et ça montre bien que votre blessure, elle est encore béante, Sarah. Donc mais j'ai pas de solution. J'ai pas de solution. Si vous voulez, j'en suis consciente, mais j'ai pas de solution. Si, vous pouvez essayer la thérapie, il y a plein de solutions, Sarah. Essayez de franchir le seuil de cabinet de consultation et raconter cette histoire à une personne qui est formée pour l'écouter. Alors, ce que je vous propose, Sarah, ce que je vous propose dans un premier temps, vous allez le faire avec je pense qu'un lapin plutôt qu'une perruche, parce que c'est quand même plus proche de l'humain. Il y a un lapin que vous allez appeler Sarah. Et ne riez pas, c'est très sérieux ce que je vous dis, Sarah. Et vous allez lui parler comme si vous parliez à vous-même. Et vous allez voir ce que vous arrivez à lui dire. Au début, ça va être très difficile. Je pense que vous n'aurez pas grand-chose à lui dire, mais vous allez lui parler comme si vous parliez à vous-même. Et ce sera la petite fille intérieure à qui vous allez enfin pouvoir parler. D'accord ? Ok. Bon, et si ça pleure, c'est pas grave. Hein, vous pleurez toutes les larmes de votre corps.
Quand je parle à mon chien, je pleure. Là, j'ai adopté un chien qui a été abandonné, je la caresse, et quand je lui parle en disant t'as été abandonné, ma pauvre, etc., c'est vrai que je pleure. Voilà. Non, mais vous voyez, là, on a vraiment dit beaucoup de choses qui sont fondamentales. On a touché juste là, Sarah. Hein, donc et pleurez. Alors à ce moment-là, faites-le avec votre chienne, mais vous l'avez pas appelé Sarah, le chien. Vous voyez ? Non, mais elle a un nom qui ressemble au mien. Ah bah c'est parfait. Voilà, donc vous avez fait le transfert avec le chien, avec la chienne. Et ben allez-y, parlez-lui comme si vous parliez à vous-même. N'hésitez pas et pleurez autant que vous pouvez. Et si vous êtes en colère, soyez en colère, pas contre le chien bien sûr, hein, mais faites sortir votre colère et votre tristesse. Ça a besoin de sortir et ça va libérer votre corps de douleur, parce que j'ai bien entendu aussi que le corps est en train de trinquer. Ok ? Eh ben, merci à vous deux et merci, c'est très intéressant. Beau témoignage. Prie, Sarah, merci à vous. On fait une petite pause et on se retrouve dans un instant, toujours avec Samuel Doc. C'est Jean-Luc Moreau. C'est Laurence Perrault. Nous vous souhaitons une bonne année 2025 sur Sud Radio. Bonne année avec Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Toujours avec Samuel Doc qui est avec nous, psychanalyste. Et je rappelle également que vous avez écrit un très beau livre sur les thérapies justement, qui s'appelle Les chemins de la thérapie. C'est aux éditions Flammarion pour tous ceux qui peut-être envisageraient de rentrer en thérapie. Ça peut vous aider à comprendre ce que ça peut vous apporter et quel genre de thérapie vous conviendrait. Nous sommes maintenant avec Marlène. Bonjour Marlène. Oui, bonjour Brigitte, bonjour Samuel. Bonjour. Alors, bonne année, bonne santé, meilleurs vœux. Absolument, et beaucoup d'amour, alors il me semble, en ce qui vous concerne, Marlène. On fait tout pour. Retrouver l'amour, en fait, c'est vrai que c'est bizarre de dire ça, mais on s'éloigne, on se cherche, et puis on fait un peu notre vie un peu en parallèle. Et à un moment donné, lui, ça lui convient pas, moi, ça me convient pas, et on se donne une dernière chance. Vous avez entamé une thérapie de couple, hein, je crois. Voilà, c'est ça. Alors j'ai entamé une thérapie le 29 décembre. On a mis, disons qu'on avait commencé à rediscuter séparation. On savait que ça allait être compliqué, que ça allait pas se faire en un jour. Et je dis que ça valait peut-être le coup aussi d'aller jusqu'au bout et d'essayer de sauver notre couple, en sachant que ça fait déjà la 3e année qu'on reporte, parce qu'à chaque fois je lui demande de faire une thérapie de couple, mais à chaque fois il dit oui, prends les rendez-vous, mais voilà, il n'y a rien qui se passe. Hein. Donc, en même temps, si vous dites prends les rendez-vous, vous n'aviez qu'à les prendre. Alors j'ai essayé, mais à chaque fois ça collait pas par rapport aux horaires, par rapport là c'est pas bon, là il retardait un petit peu l'échéance, et puis moi j'ai fait ma petite thérapie de mon côté, et puis en fait donc vous êtes de toute façon s'il a pas envie, on peut pas le soigner, c'est lui qui doit se prendre en charge, c'est pas à moi de le faire. Et là c'est lui c'est moi qui ai pris rendez-vous, d'accord. Mais il a même avancé un train, tout ça, pour venir. Donc voilà, il n'a pas... donc là, il est d'accord. Et vous êtes en couple depuis combien d'années ? 11 ans. D'accord. Et donc, puisque c'est vous qui appelez, on va parler avec vous, hein, parce que lui, on ne va pas faire de suppositions sans l'entendre. Vous, qu'est-ce qui ne va plus ? J'ai plus de désir, j'ai pas de respect, j'ai un manque d'estime. En fait, moi je suis quelqu'un de base. Quand je l'ai rencontré, j'étais solaire, j'étais pleine de joie, d'enthousiasme, et j'avais envie de monter les montagnes, de pousser les montagnes. Et plus ça va, plus je m'éteins, plus je suis plus solaire, je suis plus comme si j'avais moins confiance en moi. Oui, je comprends. Comme s'il dévorait votre lumière quelque part. Voilà, en tout cas, il essaie de... Ça le gêne. Hein. Voilà, ça le gêne. Il essaie de l'éteindre. Il essaie de l'éteindre. En fait, est-ce que c'est non, bien sûr. Est-ce que c'est quelqu'un qui manque un peu justement de lumière et de confiance en lui ? Oui. Et en fait, moi, je trouvais ça bien, en fait, d'être avec quelqu'un, d'être un peu le yin et le yang. On est complètement opposés de A à Z. Moi, je suis frêle, toute maigre. Lui, il est plein de muscles, plein de costaud, bien un homme dans toute sa splendeur.
mais c'est quelqu'un qui est policier, qui tient l'uniforme, et moi c'est ça qui me plaisait, hein, c'était vraiment le côté fort à viser, la force, mais pas réellement fort, réellement. Ouais, quoi. c'est la force extérieure, mais la faiblesse intérieure. Et vous, c'est le contraire. Oui. Oui. Mais ce qu'il faut bien comprendre, ça c'est vraiment quelque chose que notamment a beaucoup démontré Jean-Michel Gourlian dans le côté désir mimétique. Dans un couple, souvent, malheureusement, il y a une histoire de balancier. C'est-à-dire que si l'un domine un peu, l'autre va l'écraser pour redominer. Et je crois que c'est ce qui a dû se passer chez vous, dans votre couple. C'est-à-dire que, vous savez, c'est les balançoires pour enfants. Il y en a un qui monte, l'autre qui descend, l'autre... Le tape-cul, excusez-moi. Si vous voulez. Si vous voulez. Oui, et donc la seule chose qu'il pouvait faire pour se sentir plus viril dans votre couple, c'était de vous abaisser en quelque sorte. Oui, c'est ça, exactement. Et en fait, il n'est pas du tout comme ça dehors. Alors, avec les amis, tout ça, avec mes frères et sœurs, avec ma famille, pas du tout comme ça. Et sa famille, lui est le dieu de sa famille. C'est le seul garçon. Et c'est le dieu de sa famille. Tout le monde, ses sœurs, le protège, le surestime. Et du coup, moi, je deviens la vipère. Je suis quelqu'un qui est à abattre, en fait. Donc, c'est très dur d'arriver à exister, même par rapport à la famille. Ouais. Mais est-ce qu'au début, dans votre sexualité, c'était bien ? Non, ça n'a jamais été quelqu'un... C'était pas un bon amant. C'était moi, j'ai toujours été très attirée... par des gens qui étaient un peu plus faibles, un peu plus introvertis, pour essayer de leur donner confiance, leur donner de l'amour, tout ça. Donc j'ai toujours choisi quelqu'un qui m'aurait pas choisi. Parce que j'étais très lumineuse, très sûre de moi. Alors ça, c'est l'apparence que vous nous donnez. Oui, voilà. Mais est-ce qu'au fond, choisir quelqu'un qui est moins bien que nous, entre guillemets, hein, quand j'étais jeune, j'étais comme ça et les gens ne me regardaient pas forcément. Oui, mais choisir quelqu'un qui est un peu moins bien que nous, c'est se donner l'impression qu'on est aussi bien qu'on voudrait l'être. Moi, je le voyais pas comme ça. C'était plus un peu pas de la pitié, mais un peu quelqu'un qui aurait pas la chance d'aborder quelqu'un bien dans sa peau, bien dans sa tête. Voilà, moi c'était plus dans ce sens-là. En fait, j'ai même eu des relations sexuelles avec quelqu'un d'handicapé, mais j'ai jamais forcé le truc. Ça m'est un peu tombé dessus et j'ai été jusqu'à l'acte parce que le jeune homme en question, il me disait, moi, j'aurais été vaillant, j'aurais choisi d'aller à droite à gauche. Donc en fait, ça voulait dire qu'il aurait voulu essayer. Donc j'ai été jusqu'à l'acte parce que c'était j'ai pas très bien compris. Peut-être préciser pour nos auditeurs qui, à mon avis, doivent essayer de suivre. Donc la personne handicapée ne pouvait pas aller à droite, à gauche. Est-ce que vous pouvez être plus clair? Oui, alors la personne handicapée qui en fauteuil, oui, en fauteuil, très handicapée, très jeune, hein, je l'aidais, j'étais une aidante pendant que 3 semaines de stage. Donc vous étiez en stage, vous vous occupiez de ce jeune homme. Voilà. Et finalement, il s'est passé ce qui devait se passer. Voilà, c'est ça. Et j'ai pas été contre, en fait. J'étais célibataire, donc voilà, j'avais pas de contraintes, et puis j'ai pas été contre, et puis voilà, c'était dans ma tête, je me suis dit peut-être que ce sera la seule fois, ou pourquoi pas. Pourquoi pas. Il n'y a pas d'interdit en fait. En amour, il savait très bien que c'était, on était 5 semaines ensemble durant son stage. Je le véhiculais, je m'occupais de lui matin, midi et soir. Il y avait des aidants infirmiers, tout ça pour le reste. Marlène, on va revenir avec votre problématique de couple. Moi, ce que j'entends dans votre témoignage, Marlène, c'est qu'au fond, vous choisissez pas un compagnon, vous choisissez des faire-valoir. Peut-être, oui. Et ça, c'est important que vous compreniez, parce que à ce moment-là, vous allez pouvoir vous remettre aussi vous en question, parce que
pour l'instant, c'est un peu lui que vous remettez en question. Mais je crois que c'est important que vous compreniez à quel point vous avez voulu l'éblouir par votre côté solaire, comme vous le dites si joliment. Et à partir de ce moment-là, forcément, c'est un homme. Hein, il a essayé de se défendre comme il a pu. Donc je crois que moi je vous conseillerais tous les deux d'avoir cette humilité-là, de reconnaître le mal que vous avez fait à l'autre pour vous sauver vous-même. Encore une fois, on fait pas mal à la personne qu'on aime pour lui faire du mal. On lui fait mal parce qu'on veut sauver les apparences et donc on confond l'amour et l'amour-propre, évidemment. C'est très bien dit. Et puis, moi, cette de, question de mon côté, je fais aussi une thérapie pour moi-même parce que je sais que si je me sens mal, c'est aussi parce que justement, j'ai pas cet amour avec un grand A. Et au bout de 3 ans, c'est plus compliqué. Après 3 ans, c'est plus compliqué de faire l'amour à quelqu'un qu'on ne désire pas sexuellement que quelqu'un. Oui, mais là, vous voyez, vous reparlez de lui. Et donc, non, je crois qu'il faut vraiment que vous fassiez votre petit mea culpa si vous avez envie, comme je l'ai entendu, si vous avez envie de sauver votre couple. Voyez, vous, les erreurs que vous avez faites pour vous, encore une fois, pour vous protéger. Il n'y a pas de jugement de ma part, hein, évidemment, on fait ce qu'on peut. Mais si on veut sauver son couple, il faut avoir il faut être clair aussi sur sa part de responsabilité, évidemment. D'accord. Mais bon, c'est mon petit truc de cette année. Mais c'est pas un petit truc, c'est un très gros truc, Marlène. Merci en tout cas, merci. On fait une petite pause et on se retrouve pour notre sexo conseil. On va faire un petit compte rendu sexuel, justement. Vous voulez laisser un message, proposer un sujet qui vous tient à cœur ou ajouter un commentaire ou même poser une question, le répondeur de l'émission est là pour vous. Appelez-nous au 0826 300 300. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Brigitte Lahaie, Sud Radio. Le sexe au conseil. Alors, compte rendu sexuel. Alors, je précise tout de suite, Samuel Dox, sexe au conseil ne s'adresse qu'aux couples qui ont une très bonne complicité sexuelle. Sinon, ça risque fort d'aggraver votre cas. Hein, donc, voilà. En fait, ça consiste de prendre un cahier rouge, rose ou noir, hein, à votre choix, mais vous avez vu, c'est pas n'importe quelle couleur, et vous indiquez des notes suivant les prestations sexuelles que vous avez réalisées. Alors, vous donnez une note à vous et à votre partenaire, et chacun donc indique dans une partie du cahier, évidemment sans consulter les notes du partenaire, donc d'un côté et de l'autre côté, hein, il y a deux manières d'ouvrir le cahier, hein, d'un côté et de l'autre, et vous indiquez des notes, voilà. Alors vous pouvez même ajouter un petit commentaire, etc. Et chaque week-end ou chaque fin de mois, ça dépend du nombre de rapports sexuels que vous avez. Si vous n'avez qu'un rapport sexuel par semaine, c'est à la fin de chaque mois, vous allez vous amuser à lire ensemble les commentaires. Et c'est vrai que c'est un bon moyen de s'amuser, puis de réussir à être encore plus au diapason. Mais attention, hein, parce qu'évidemment, ces comptes rendus à froid ne seront possibles que pour les personnes qui sont à l'aise dans leur sexualité. Sinon, vous imaginez bien les dégâts. En revanche, pour ceux qui sont à l'aise, qui savent parler et communiquer sur la sexualité, ça peut être assez étonnant, voire surprenant, et ça va permettre de vous mettre un petit peu plus au diapason. Voilà. Très bon point de départ, en tout cas, justement, pour pouvoir mieux parler de sexualité et accorder nos violons. Tout à fait d'accord. Mais attention, hein, parce que vous allez peut-être pas toujours apprécier ou pas être d'accord. Donc il faut être suffisamment apte à accepter éventuellement les critiques, les surprises, etc. Donc c'est pour ça que je disais à ne pas faire si votre sexualité est déjà bancale ou si vous avez du mal à communiquer. Stéphanie, bonjour. Bonjour à vous, tous mes meilleurs vœux. Merci Stéphanie, vous aussi. Alors vous voulez arrêter votre addiction au sucre? Oui, alors ça fait en fait quelques années que j'y travaille. Ça va, ça vient, parce que c'est suivant les émotions, suivant quand ou la fatigue ou beaucoup de choses en fait qui contredisent. Et puis les personnes que vous avez autour, si elles ont envie de manger beaucoup de gâteaux, beaucoup de bonbons, c'est pas facile de résister. Oui, les aliments réconfort, ce qu'on appelle un peu les aliments doudous. Oui. Et le sucre est une grande addiction aussi, hein, Stéphanie, vous avez raison, hein, et c'est une addiction très très nocive pour notre organisme, et je crois que ça augmente le stress aussi, le sucre. Enfin, le stress, le manque de sommeil, sur les émotions aussi.
Et en fait, la force que j'ai, en fait, j'ai goûté en fait à ces passages sans sucre. Et j'avais récupéré toute l'énergie, toute l'énergie, un bon sommeil, plus envie de manger n'importe quand. En fait, ça avait tout régulé. Et c'est vrai que quand ça revient, en fait, je repense à ces périodes qui ont été bénéfiques et où j'avais retrouvé toute mon énergie pour arriver en fait à que ce soit plus fort que l'addiction. Ah oui. Est-ce que vous allez consulter un nutritionniste ou quelqu'un pour vous aider un peu dans cette épreuve, pour vous donner, vous guider et évaluer? Alors j'ai été en surpoids pendant un certain temps, j'ai eu une gastroplastie qui a tellement fonctionné que j'étais en sous-poids en fait. J'étais trop maigre et il a fallu revenir en arrière. Donc vous faites le yo-yo depuis pas mal de temps, si j'entends bien. Et en fait là ça fait 4 ans. Ça fait 4 ans où j'ai réussi à me stabiliser, mais en fait j'ai remplacé avec un peu, si on veut, remplacer avec le sport. Pour en fait contrôler ma prise de poids, voilà, c'est ce que la personne avant parlait quand elle parlait du crossfit et beaucoup de sport, en fait, c'est ce que j'ai fait. Donc vous êtes d'accord pour dire que vous avez peut-être des troubles du comportement alimentaire? Oui, tout à fait. Voilà, ça c'est important de le nommer. Parce que entre l'addiction au sucre et le trouble du comportement alimentaire, déjà, là, ça y est, le panel des chemins pour venir à votre rencontre est plus ouvert. Est-ce que vous avez déjà réfléchi finalement à ce rapport à la bouche? Oui, parce qu'en fait, c'est les blessures de l'enfance qui, pour se réconforter, et en fait, ça s'est accentué quand j'ai eu mes enfants et que j'étais toute seule parce que mon mari était alcoolique, donc j'étais toute seule pour en fait m'occuper de mes enfants. Aïe, aïe, aïe. Manque de sommeil, fatigue, et en fait pour trouver le réconfort, je suis tombée. Je mangeais beaucoup de gâteaux, beaucoup de sucre, et la colère prenait le dessus en fait. Et bravo, voilà. Bravo d'être capable de vous en rendre compte, d'être capable de le nommer, de nous en parler. Ça montre déjà que vous essayez d'analyser vos conduites. Et c'est vrai, disons-le, hein, la bouche, vous savez, on parle du stade oral. La bouche, c'est les mots, c'est les baisers, c'est la découverte du monde. C'est le tout premier stade du développement de l'enfant, du stade pulsionnel. Donc c'est très difficile. Hein. Beaucoup d'addictions sont dites orales, justement, sur le fait d'avaler. Donc c'est très dur, Vous avez choisi une résolution difficile. La cigarette souvent vient du stade oral, évidemment. C'est bien de le rappeler puisqu'on en parlait tout à l'heure en début d'émission. Oui. Aujourd'hui, donc, vous aimeriez diminuer votre apport de sucre, hein, c'est bien ça? Alors, le rapport au sucre, aujourd'hui, j'arrive à peu près à le contrôler parce que je sais qu'il ne faut pas en fait que je mange du sucre 3 jours d'affilée. Si je dépasse 3 jours, en fait, ça revient. J'ai ma bouche et mon corps, mon cerveau me dit, me fait la demande, je veux du sucre. D'accord. Oui. Donc j'ai réussi en fait tout ça avec le sport, mais aujourd'hui en fait je fais trop de sport et du coup mon corps me fait mal aussi par des tendinites, donc il faut que Et qu'est-ce que votre corps pourrait faire qui vous ferait du bien? Parce que là j'ai l'impression que vous êtes un petit peu esclave de votre corps. Or, comme je le dis souvent, notre corps, il nous envoie toujours les bons messages. Sauf que là, c'est pas votre corps qui décide, c'est quelque chose d'autre. Mais vous avez l'impression que c'est votre corps qui décide. Donc, vous voyez ce que je veux dire? Pour moi, il faut qu'en fait j'apprenne à m'aimer et à m'accepter comme je suis et arrêter de me battre en fait contre mon corps pour qu'il soit comme je voudrais être et comme en fait être une femme fine et uniforme. Oui, mais Stéphanie, il y a 2 filles en vous, comme le chantait si bien Sylvie, je crois que c'est Sylvie Vartan, c'est une chanson. Enfin bref, qu'importe. C'est-à-dire qu'il y a à la fois cette femme adulte, raisonnable, qui essaye de se canaliser, mais et puis à l'intérieur, il y a une femme en souffrance qui est dépassée par sa souffrance et qui donc se jette dans le sucre ou dans le sport. Oui, tout à fait, c'est exactement ça. En fait, c'est ma petite fille, mon enfant intérieur qui a été blessé. Mais bien sûr. Voilà. Et on voit bien, c'est à l'arrivée de vos enfants que ça a réveillé votre propre enfance. Et vous avez certainement fait tout ce que vous pouviez. Et je pense que vous avez bien éduqué, élevé vos enfants. J'ai pas de doute là-dessus. Mais ça a été, ça a réactivé votre propre souffrance à vous parce que ça vous a montré à quel point
votre maman aurait pu vous aimer puisque vous avez été capable d'aimer vos enfants. Et ça, c'est pas encore réparé, ça. Non, c'est pas encore réparé. C'est sur ce, en fait, c'est ma résolution pour 2025. En fait, aimer mon enfant intérieur et refaire sortir en fait mon enfant tel qu'il est. Oui, mais ça, c'est des mots. Comment vous allez pouvoir réparer ça, à votre avis? Je ne sais pas, je suis en cours de recherche justement. Ça peut être, alors évidemment on serait tenté tout de suite de penser que après tout le rapport au corps c'est une synthèse affective de toutes nos rencontres, de toutes nos blessures, ok on est tous d'accord avec ça, mais peut-être qu'il y a des choses parallèles à pouvoir envisager avant cela. Par exemple, j'ai une patiente qui avait énormément souffert de troubles du comportement alimentaire qui elle a trouvé, au-delà du travail avec moi évidemment, une approche notamment auprès des massages, c'est-à-dire le fait de se faire toucher, stimuler, mais en dehors de tout but libidinal, érotique, c'est-à-dire retrouver une sorte de contenance psychique avec, voilà, je me rappelle plus trop du nom des massages qu'elle pratiquait, mais en tout cas ça lui faisait beaucoup de bien et ça lui réapprenait à contenir justement toute cette vie psychique douloureuse. Ça lui faisait un très 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 grand bien. Il y a aussi tout ce qui concerne, Brigitte l'a rappelé tout à l'heure, les exercices autour du souffle, de cohérence cardiaque, de tout ce qui nous permet en fait de localiser l'émotion au sein de nous. Voyager, faites, vous savez, et les fameux body scans qu'on peut trouver alors, sur YouTube ou je ne sais où, mais qui vont vous apprendre à parcourir, à découvrir votre corps. C'est vous réconcilier, trouver des manières de vous réconcilier avec ce corps, ce qui est très dur, hein. Lacan le disait, le premier autre c'est le corps. Réconciliez-vous avec ce corps sans passer par cette case alimentaire, si je puis dire. C'est touchez-le, aimez-le, vivez-le, gâtez-le ce corps. Comme cet autre dont je parle. Est-ce que vous aimez de temps en temps vous achetez un beau vêtement ou un bijou? Oui, aussi. C'est une de mes addictions aussi, parce que j'adore ça. Alors, il y a peut-être quelque chose qu'on peut vous donner comme récompense. Chaque fois que vous allez réussir à pas manger du sucre, vous mettez 1 euro ou 10 centimes, suivant vos moyens, parce qu'il ne faut pas que ça vous coûte cher, dans une petite tirelire. Et puis quand vous avez la tirelire qui est un petit peu pleine, vous avez le droit de vous acheter un très beau vêtement ou quelque chose de très beau pour votre corps. Ok, c'est une bonne idée qui me plaît beaucoup. En le notant. C'est un peu cognitif, hein, mais ça peut, ça peut marcher là dans un premier temps déjà. De toute façon, sur les addictions, les approches cognitives, soyons clairs, sont très efficaces. Et j'ai dit tout à l'heure, je mettrai sur Instagram ce fameux journal au Bonici là. Tenez un journal en disant aujourd'hui, voilà, j'ai eu cette envie de sucre. Qu'est-ce que j'ai fait à la place? Quelle parade j'ai trouvé? Tenez un journal de bord. Les personnes que je reçois et qui souffrent d'addiction n'intellectualisent pas assez leur conduite. Il faut vraiment écrire les choses sur le papier pour pouvoir se rendre compte du chemin parcouru. Oui. Mais j'ai déjà fait ça et ça m'a déjà aidé en fait il y a quelques années. Ça, je suis pas surpris. Voilà. Et comme vous parliez de la cohérence cardiaque, en fait, quand les émotions sont trop fortes, c'est ce que je fais en fait pour gérer mes émotions. Voilà. Ça c'est parfait. Donc essayez ce petit truc de vous récompenser, et puis quand vous irez acheter le beau vêtement, vous prenez votre petite fille par la main et vous lui donnez ce petit cadeau comme le ferait une bonne maman que vous n'avez pas eu. Ok. Ouais. Faites-vous du bien. Faire des cadeaux. Oui. Stéphanie, faites-vous du bien. C'est aussi simple que ça. C'est difficile quand on n'a pas eu la chance d'avoir une bonne mère, mais c'est en se faisant du bien qu'on se répare tout doucement. Je vous remercie pour tous ces conseils. Je vous en prie. Merci Stéphanie. On fait une petite pause et on se retrouve dans un instant. Vous voulez parler à Brigitte Lahaie? 0826 300 300. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Samuel Doc est avec nous. Vous êtes psychanalyste, docteur en psychopathologie clinique et auteur de nombreux ouvrages, notamment L'enfant thérapeute aux éditions Plomb. Samuel Doc, on a parlé des bonnes résolutions et je crois que vraiment la bonne résolution qu'on devrait avoir régulièrement, c'est que dès qu'on sent qu'il y a quelque chose qui nous fait du mal ou quelqu'un qui nous fait du mal, il faut se pencher sur ça et essayer de comprendre pourquoi ça nous fait du mal, parce que ça parle forcément de nous, hein. Ce qui nous fait mal, ça parle de nous, hein. Il faut bien se le dire encore une fois. Absolument, c'est très juste, et là encore, plutôt que de se précipiter vers qui du chocolat, qui un écran de réseau social, plutôt se dire tiens, je vais débrancher et je vais me pencher sur moi-même.
réfléchir. Prenez ce temps de réfléchir, d'éprouver, de ne rien faire, de lever tous les objets pour pouvoir vous pencher sur vous. Voilà, ressentez ce que vous êtes en train de traverser, si ça vous met en colère, si ça vous fait peur, si ça vous rend triste, quelle est la partie du corps, hein. Tout à l'heure, on entendait Benjamin qui parlait de son plexus solaire. Parfois, on a mal au ventre, parfois, on a mal à la tête. Enfin, tout ça, ça parle de nous et c'est ça qui nous donne la réponse, hein. Et si on sait pourquoi on a mal, eh bien, on peut arriver à ne plus avoir mal. Absolument. C'est aussi simple. Non, c'est aussi compliqué que ça, hein. Oui, c'est pas anodin que vous parliez de Benjamin, puisqu'il disait que sa résolution, c'était justement cette levée du déni. Et il a dit quelque chose d'extrêmement important en ce sens-là, c'est déjà pouvoir ouvrir les yeux sur soi. Tout commence avec ça, voir sa propre souffrance, voir ce moment où on s'est lâché la main et où on n'est plus le héros de sa propre histoire. Se rendre compte de ça. Parce qu'on le disait en off, la vie est si brève. Elle passe en un souffle. Saisissons-la, vivons-la tant qu'elle est ardente. Exactement. Delphine, bonjour, c'est avec vous qu'on va conclure. Merci d'être avec nous. Bonjour Brigitte, bonjour Samuel. Je vous souhaite avant tout une très bonne année 2025, remplie de petits bonheurs quotidiens et surtout une bonne santé. Ah bah merci. Et bien vous aussi. Absolument. Merci beaucoup. Et oui, les addictions. Alors souvent, je pense que vous avez dû entendre beaucoup l'addiction de dire bon allez, à partir du mois de janvier, je me mets au régime. Ah bah oui, tout le temps. Et oui, et c'est toujours la même, moi. C'est celle-là, c'est le régime? Vous voulez arrêter de manger? Non, alors, ça a été ça pendant des années. Et cette année, je me suis dit, bah non, ça sera pas celle-là aujourd'hui. Ah, vous avez déjoué vos mécanismes. Ouais, bravo. Voilà. J'ai dit, bah non, je dois m'aimer comme je suis et vivre d'abord pour moi. Et d'abord me soigner moi, m'accepter moi. Alors ça va être peut-être un peu égoïste, hein, ces propos-là, mais je pense que s'accepter d'abord soi, après on acceptera les autres plus facilement. Mais pourquoi ce serait égoïste, hein? Ça, c'est vraiment notre morale judéo-chrétienne, hein. Ce serait égoïste de s'aimer soi et de s'occuper de soi et de se faire du bien. Alors que mais on dit bien aime ton prochain comme toi-même, ça veut bien dire qu'il faut s'aimer soi-même pour pouvoir aimer son prochain. Et puis on ne peut pas prendre soin des autres si on ne prend déjà pas soin de soi-même, ça ne marche pas. Donc voilà, c'est ma philosophie cette année, c'est ça. D'abord moi, pour pouvoir être mieux, pour aider les autres et pour aimer les autres et continuer à partager. Oui, Lacan disait on ne transige jamais sur son désir. Et pour ça, il faut savoir ce qu'est votre désir. Qu'est-ce que vous désirez pour vous? Et alors, qu'est-ce que vous allez vous faire pour vous, justement, là, comme ça? Prendre soin de moi au niveau, peut-être faire un check-up au niveau de la santé pour voir si tout va bien, parce que j'ai 53 ans. Arrêter de me dire que je dois maigrir pour plaire à mes parents ou au regard des autres. S'il faut maigrir pour plaire à ses parents... Voilà. Il faut que je m'accepte avec mes rondeurs. Et puis, je pense que quand moi, je me serai acceptée, les autres... se diront tout compte fait, elle s'aime comme ça, donc on n'a pas besoin de lui dire quelque chose, quoi. Enfin, je pense. Et puis après, mais on vous dit quelque chose, on vous a déjà dit quelque chose par rapport à votre poids? Oui, pendant toute mon enfance. Malheureusement, je tiens du côté de mon papa et non de ma maman qui est très mince. Et moi, j'adore, je suis une vraie épicurienne, j'adore la bonne bouffe, j'adore partager, j'adore les goûter, les petits déjeuners avec les copains, les copines, et tous les petits plaisirs de la vie, quoi. Donc, et puis j'en profite, hein, et mon corps en profite aussi. Après, la nourriture, ça a été aussi un moyen de défense, un moyen de combler. Bien sûr, on le disait tout à l'heure, absolument, bien sûr, c'est vrai. Voilà, les angoisses, les douleurs, les choses qu'on ne dit pas. Aussi. Vous m'avez pas répondu à ma question, je vous demandais si vos parents récemment, depuis que vous êtes adulte, vous disent quelque chose sur votre poids? Oui. Qu'est-ce qu'ils vous disent? J'ai pris beaucoup de poids avec ma ménopause et mon père va me dire arrête de manger, vous mangez trop avec ton mari. Ça va être des petites réflexions comme ça. Alors je vais rappeler à mon papa que lui, quand il avait 40-50 ans, il était beaucoup plus gros qu'il est maintenant, il a 77 ans. Et mon père mange tout le temps. Mais votre mari vous dit rien, lui? Lui est dans le même état que moi. Il a pris beaucoup d'embonpoint aussi. Oui, mais vous vous entendez bien et ça vous va bien. Oui. Bon, donc je vois pas en quoi vos parents, alors que vous êtes adulte, ont leur mot à dire. Brigitte, c'est toujours le regard de la petite fille envers ses parents. Oui, mais ça, il faut à un moment donné être adulte, Delphine.
Je m'estime adulte, mais on a toujours besoin d'une reconnaissance ou d'un bon regard de ses parents. On veut toujours que nos parents soient heureux ou contents de nous voir ou contents de ce qu'on est. Ou contents de... Delphine, non, je suis pas d'accord. Je pense pas. Votre père, c'est une parole. Excusez-moi Delphine, mais je vais vous le dire clairement. C'est une parole toxique que vous envoie votre père. Bah oui. Je suis désolée. Un père qui dit à sa fille de plus de 50 ans, c'est toxique. Après, s'il vous le disait par rapport à votre santé, encore, ça serait supportable, mais c'est même pas ça. Donc c'est franchement toxique. Oui, je suis complètement d'accord. Alors là, il faut que vous soyez clair avec vous-même. J'ai eu un déclic à Noël, parce que j'ai même maman qui l'a un peu mal pris, mais je leur ai dit stop. Bah voilà. J'ai 53 ans, c'est bon, je mange comme j'ai envie. Si j'en ai besoin, je le fais. Et c'est pas, j'ai plus envie de. Mais gestion. Bien sûr. Enfin... Lâchez-vous avec ça. Pourquoi s'infliger ça ? Vous disiez, est-ce que c'est pas normal, etc. Moi, je crois que quand on est allé, par exemple, au bout d'une analyse, mettons, on apprend vraiment à s'émanciper du regard parental et se dire, mais peu importe, je fais ma vie, je n'ai pas de compte à leur rendre, je vis pour moi. Et c'est ça la vraie liberté dont parlait Brigitte en début d'émission. C'est quand on fait les choses pour soi et pour personne d'autre, pas même ses parents. Parce que là, quelque part... Je pense que j'y suis arrivée à 53 ans. Moi, je sens qu'il y a encore un peu de travail. Je suis pas d'accord. Je pense que vous avez encore un petit peu de boulot. C'est le point de départ. Le point de départ. C'est bien. C'est un bon premier pas. Voilà. Parce que quand votre père vous dit ça, c'est une manière de reprendre le pouvoir sur vous. Donc ça va, quoi. Il n'a rien à vous dire. J'ai dit stop. J'ai dit maintenant, je fais ce que je m'en fous. Ça, c'est bien. ma vie d'abord. Exact. C'est peut-être égoïste, comme j'ai dit, mais non. Arrêtez de me dire que c'est égoïste, parce que vous allez finir par le croire. Vous le croyez déjà d'ailleurs. C'était une boutade. Je l'ai cru pendant longtemps, mais je me suis dit mon bien-être, c'est pas ça, quoi. Je me le suis trouvé, mon petit bonheur, je me le suis trouvé toute seule. On confond, Delphine, voilà. c'est important. On va être d'accord. Ok, c'est égoïste. Mais on confond égoïsme et égocentrisme. On a le droit d'être égoïste à partir du moment où on est capable d'être généreux. Et ce que vous êtes certainement. Parce que comme toute bonne vivante, les bons vivants sont généralement des gens généreux. À partir du moment où on devient égocentrique, c'est-à-dire que tout se rapporte à nous et tout compte pour nous d'abord, ça c'est ennuyeux. Ouais, oui. Mais égoïste, c'est pas un défaut d'être égoïste, c'est plutôt une qualité. Comme il existe un narcissisme de vie et un narcissisme de mort, pour reprendre André Green. Voilà, il faut s'aimer soi-même un peu, mais pas que ce soit une passion de soi. Il faut se respecter, mais pas s'idolâtrer. Quand vous faites un bon repas, vous êtes contente de le partager avec d'autres personnes. Ah oui, j'adore partager. Ouais, ça s'entend. Bon, et ben voilà, donc vous êtes aussi altruiste, vous êtes égoïste et altruiste. Mon bonheur, c'est le partage, de faire plaisir et de partager tout ça. Ben voilà, donc vous n'êtes pas égoïste, vous voyez. Voilà. Vous êtes juste égoïste comme il faut, c'est-à-dire que vous avez conscience qu'il faut que vous accordiez des plaisirs pour être heureux dans la vie. Et peut-être encore un peu trop sensible au regard des autres. Je suis quelqu'un de très sensible. Au regard des autres. Ouais. Mais il y a du travail. Il y a du travail dessus. Mais c'est positif quand on dit ça. Ça veut dire que les choses sont ouvertes, que vous en avez conscience, que vous pouvez bouger, que vous pouvez amener une révolution dans votre existence. Et là, ce qu'a nommé Brigitte tout à l'heure sur la conduite toxique de votre père, c'est là encore, ça a une grande valeur. C'est stop. Il est jamais trop tard pour dire non. Il est jamais trop tard pour fixer des limites à ceux qui en ont besoin, quand bien même ce seraient nos parents. Ça, c'est vrai. Et lui, il a besoin de limites, manifestement. Et oui, faut lui dire stop. C'est ce que j'ai dit à Noël, quoi. Et bon, ma maman, ça l'a un peu chagrinée. Elle l'a dit à mon mari, elle m'a dit, je peux plus rien lui dire. Alors j'ai dit, maman, t'es susceptible, hein. Mais voilà, j'ai 53 ans, je fais ma vie sans avoir le besoin de l'autorisation. C'est bien, elles peuvent me donner des conseils, mais après, je fais ce que je veux. Absolument. Et puis d'abord, qu'ils commencent peut-être à se donner des conseils à eux-mêmes, parce que s'ils disent ça, c'est peut-être qu'eux-mêmes ne sont pas au clair vis-à-vis d'eux-mêmes. Oui, moi j'habite loin maintenant et je vis plus du tout j'ai plus la même politique, le même style de vie qu'eux, donc c'est vrai que quand je vais les voir, c'est un peu difficile parce que je vis plus du tout comme eux, quoi. J'ai d'autres
plaisir dans la vie. Delphine, soyons clairs, on ne change pas ses parents à leur âge, etc. Donc, acceptez ce qu'ils peuvent vous balancer, et puis il faut que ça glisse sur vous. C'est leur problème, c'est eux qui ont quelque chose qu'ils n'ont pas réglé et qui ne régleront jamais, mais en même temps, on ne va pas se fâcher avec nos parents, donc on accepte et on fait le gros dos. Et puis voilà. Mais bien sûr, vous avez raison, il faut les aimer tels qu'ils sont, ils ont fait ce qu'ils ont pu, et puis ils n'ont pas fait de travail, ils n'ont pas écouté l'émission pendant des années, hein, donc qu'est-ce que vous voulez, ils ont des problèmes qu'ils n'ont pas réglés, et c'est foutu, donc il faut les prendre comme ils sont. Hein. Voilà. Bon, écoutez, je crois que vous allez tenir vos bonnes résolutions, vous me paraissez bien partie, Delphine. Je pense que ça va marcher. Merci en tout cas, merci beaucoup de votre appel. On va conclure, Samuel Doc, est-ce que vous avez envie de donner comme conseil à tous ceux qui nous écoutent pour ce début d'année? Peut-être pas un conseil, mais une certaine gratitude, parce que Brigitte, votre émission, encore une fois, on le voit, offre une première passerelle vers des lieux de soins, vers des écoutes, et pour ça, je crois que ce début d'année, c'est le meilleur moment pour vous le dire. Merci, je pense. Merci pour tous ces auditeurs qui nous appellent. Merci aussi pour moi de me donner la parole avec autant de générosité. Donc, oui, peut-être le conseil, continuer d'écouter l'émission, de lire les livres des personnes invitées. Je fais ma petite promo en même temps. Absolument. Et de franchir les seuils des cabinets de consultation quand vous en ressentez le besoin. Il est jamais trop tard pour aller mieux. Je crois que votre émission le montre. Et vraiment, je parle parce qu'il y a quelques personnes qui m'ont consulté suite après le passage de l'émission. Et c'est toujours la même chose qui revient, c'est Brigitte nous fait du bien. Et je crois que vous le savez, vous faites du bien aux gens. Donc un petit merci, je pense, de la part de vos auditeurs. Et moi, je transmets. Et je suis heureuse d'être là tous les jours à vous écouter et à converser avec vous. Merci beaucoup, Samuel Doc. Votre dernier livre, justement, L'enfant thérapeute, c'est aux éditions Plomb. Demain, on est avec Ariane Calvo. Pourquoi nos blessures d'enfance sont-elles réactivées au moment des fêtes? On va en parler demain. Et tout de suite, vous retrouvez C'est votre avenir. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense.